Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est arrivé plusieurs fois dans cette émission que l'illustration musicale soit signée Mel Bonis. Mel pour Mélanie, Mélanie pour Marie-Hélène Bonis. C'était son nom de naissance. Mel Bonis, dont la gloire, disons-le, de son vivant en tout cas, n'a pas été éclatante. C'est vrai qu'elle était en même temps femme au foyer. Il n'était pas très facile pour une femme au foyer d'intégrer à l'époque le monde de la musique. Elle n'a pas de statut dans le milieu musical. Elle est femme, elle est bourgeoise. Si j'en crois Norbert Dufourcq, le musicologue, Mel Bonis décide d'écrire. La musique sourd jaillit en elle, en dépit d'une santé fragile et des obligations répétées qu'une mère de famille doit assurer. Toute sensibilité, tout humour, toute bonté, mais aussi toute souffrance. La femme compositeur s'occupe peu de son message, ne sait pas le mettre en valeur auprès des éditeurs, chefs d'orchestre, interprètes. Elle garde par-devers elle son précieux bagage, mais se complète à enrichir toujours plus son univers de rêve. Ça ne l'empêche pas d'être membre de la Société des compositeurs de musique, bien sûr. Cet organisme qui rassemble les compositeurs, qui publie un bulletin, qui informe de leurs activités, principalement de leur parution, les différents membres. Mélanie occupe en 1910 la fonction de secrétaire de cette Société des compositeurs. Et il semble bien qu'elle ait été d'ailleurs la seule femme à jamais présider, enfin en tout cas à jamais entrer dans ce comité de direction. Une première audition de son quatuor en si bémol est donnée en 1906. Et ça n'est pas ne cherchez pas la salle de concert, c'est donné chez elle, à son domicile, avec Mélanie au piano. Parmi les invités du monde musical, Camille Saint-Saëns, qui fait part de ses impressions relatées par les descendants de Bonis. Voici ce qu'il aurait dit. Après le concert privé, en descendant les marches de l'escalier, le grand musicien remercia Jean Gounod, Jean, peintre, fils du musicien Charles, vous avez bien compris de qui je parle, le remercia donc de lui avoir fait faire la connaissance de Madame Mel Bonis et ajouta d'un ton de surprise extrême « Je n'aurais jamais cru qu'une femme fût capable d'écrire cela, elle connaît toutes les roueries du métier. » C'est à double tranchant comme compliment. Arrive la guerre de 14, les hommes sont mobilisés, la famille éclatée. Mélanie passe son temps entre prières pour ses enfants et tribut à l'effort de guerre. Et son mari, il va trouver la mort en 1918 à l'âge de 82 ans. Mel Bonis ne se reconnaît pas dans la nouvelle ambiance du lendemain de la guerre, dans cette esthétique moderniste, nourrie de consumérisme. Elle, dont le langage musical le plus avancé a été incarné par Fauré, et dont le socle philosophique n'est autre que la foi catholique dans laquelle elle baigne. À partir de ses 65 ans, on ne voit plus Mélanie qu'allongée, même si elle peut se déplacer, même puisqu'elle va à la messe tous les matins. Elle monte les 4 étages de son hôtel particulier, boulevard Berthier, mais elle est toute la journée sur cette méridienne, n'écrivant plus que de la musique spirituelle pour orgue et pour chœur, avant de s'éteindre chez elle en 1937, à 79 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous allons remonter 80 ans plus tôt. Le père était ouvrier en horlogerie et la mère passementière. On imagine bien ces petites gens très industrieuses, telles qu'on pouvait les trouver au milieu du 19e siècle dans ces rues très laborieuses de Paris, rue Rambuteau en l'occurrence, dans un appartement de cour plutôt exigu. Mélanie Hélène naît là en janvier 1858 et évidemment elle reçoit tout de suite la très bonne éducation qu'on donne chez les Bonis, éducation catholique. Les enfants font la révérence aux dames, ne parlent pas à table, enfin bon, vous comprenez. On ne s'encombre pas d'affection, jamais de sa vie ma mère n'a dit un mot de tendresse, dira plus tard Mel Bonis. Elle se passionne, elle, pour le catéchisme. Elle se fond en Dieu dans la prière. J'étais très pénétrée du mystère qui allait s'accomplir en moi, écrit-elle, au sujet de cette première communion qui a été extrêmement importante dans sa vie de jeune fille. Elle apprend à se méfier de l'homme. C'est Dieu, l'amant éternel, n'est-ce pas? Et le seul.
Il y a dans l'appartement un piano que Mélanie est d'ailleurs bien la seule à tapoter de ses petits doigts en improvisant aussi longtemps que peuvent le tolérer ses parents. Du reste, son avenir à elle est tout tracé. Elle va se marier et puis c'est tout. Le talent de la petite se fait pourtant assez évident et les parents vont avoir du mal à s'opposer à ce qui est en train de devenir une vocation musicale. À 18 ans, Mélanie s'est acquis une technique pianistique assez rigoureuse, assez solide. Elle rêve de jouer de l'orgue. En novembre 76, elle est auditionnée dans la classe d'orgue de César Franck au Conservatoire de Paris, s'il vous plaît. On est en l'hôtel des Menus Plaisirs, rue Bergère à l'époque. Et elle va passer haut la main les épreuves. Quand même, au préalable, elle doit parfaire son apprentissage avant d'aller suivre des cours d'orgue et de composition. Elle étudie l'harmonie en 1876 et l'accompagnement de piano. Et arrive dans sa vie un personnage important, Amédée Landely Etich. Oh, il lui fait la cour. Il est séduit par la beauté de cette jeune fille et par tout son charme, bien discret. Il a 2 ans de plus qu'elle seulement. Lui, il suit des classes de chant et il cherche une accompagnatrice. Elle serait parfaite. Et voilà ce qui se passe. Ils vont travailler ensemble, ce qui multiplie les occasions de se rencontrer, avec de très bons résultats du côté de Mélanie, même si les professeurs la trouvent un petit peu trop traqueuse. Elle fait son parcours musical en un temps record. Est-ce qu'on peut pour autant envisager de la présenter pour le prix de Rome? Une femme, vous vous rendez compte, ce serait une première. Elle a 23 ans en 1881, une année très importante parce que c'est là qu'elle commence à composer ses premières mélodies et à s'accomplir en tant que Mel Bonis. C'est le pseudonyme, si l'on peut dire, en tout cas le nom d'auteur qu'elle s'est choisi. Mel, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ça tombe bien pour un compositeur. Etich, à ce moment-là, lui demande sa main et vous imaginez la situation de cette jeune fille qui est très amoureuse, mais elle se doutait de la réponse de ses parents, bien sûr. Pas question, ils ne veulent pas d'un chanteur comme Marie pour leur fille, d'autant que le chanteur en question a un petit peu de mal à obtenir ses diplômes, pour tout vous dire. Bref, voilà le malheureux Etich est conduit. On imagine le désespoir de Mélanie, écrit Christine Géliot. Dieu ne bénira pas son amour, elle ne pourra jamais le vivre. À partir de cette époque, elle est coupée en deux. D'un côté, celle qui est complètement attachée à sa vérité morale et mystique. De l'autre, celle qui aime, dans son cœur et dans sa chair, un homme interdit. Vous écoutez Radio Classique. On n'a pas voulu du charmant Etich pour Marie, mais par contre, alors les parents n'ont aucun problème à lui coller dans les pattes une espèce de bonhomme qui s'appelle Albert Domange. Il a 47 ans, il est 2 fois veuf et père de 5 garçons. Que voulez-vous que fasse Mélanie ? Elle obéit, elle s'engage à tenir son rang, celui d'une épouse chrétienne, modèle, qui passe ce rôle-là par la gestion domestique et par l'éducation des enfants. Alors on s'installe dans un hôtel particulier de la plaine Monceau, le train de vie est plutôt agréable, il y a même des voyages qui viennent un petit peu distraire la famille. Mélanie a droit aux jolies toilettes, son cœur n'en reste pas moins hantée par Amédée, elle ne pense qu'à lui et de surcroît, Albert ne partage en rien la passion de sa femme pour la musique et d'ailleurs ni pour sa foi catholique. Et pourtant la foi et la musique, c'est le cœur même de la vie de Mélanie, qui prend en charge l'éducation des enfants d'Albert, qui sont orphelins de mère. Eh bien, elle va leur servir de petite mère, comme on l'appellera. Elle leur fait réciter les prières du soir. Vous voyez un petit peu le tableau. 1884, naissance de son premier fils à elle, Pierre. Et entre ses voyages et son activité bénévole à la paroisse, elle trouve malgré tout le temps d'entretenir son piano, de coucher sur le papier à musique un certain nombre de mélodies. Mélanie et Etich écrit sous le pseudonyme de Landely dans la revue L'Art musical, se retrouvent de temps en temps au concert. Oh, ils ne sont pas souvent seuls. À cette époque, on aime jouer les compositeurs vivants, dont certains vont tomber dans l'oubli, pas tous. Il y a César Franck, il y a Chabrier, Saint-Saëns ou Massenet, bien sûr, mais il y a aussi le neveu, Alary, Diemer, dont on a littéralement oublié le nom, il faut bien dire. Pas un nom de femme parmi les compositeurs nommés, nous dit Christine Géliot. On connaît l'existence de quelques pionnières comme Louise Bertin, Marie Gell, Louise Farinck, Augusta Holmès, une personne bien scandaleuse, mais pour l'opinion, c'est une évidence.
Seul un homme peut avoir la force d'inspiration nécessaire pour composer une œuvre musicale digne de ce nom. Alors Mélanie compose malgré tout ça. Ça fait 9 ans qu'elle est mariée maintenant. Les éditions Alphonse Leduc, qui sont spécialisées dans les ouvrages pédagogiques, l'encouragent à continuer. Et Tish, Amédée, demande à Mélanie de remplacer son accompagnatrice au cours Tribou. C'est une institution privée où lui enseigne le chant. Et une fois les élèves partis, Mélanie accompagne Tish dans des mélodies de Massenet. Il est très lié à Massenet, lui. Et elle compose des pièces pour piano seul. Elle invente des notes sous les poèmes d'Etiche. Il y en a un qui se distingue du reste. « Élève-toi, mon âme ». Il y a là un contre-chant de violoncelle qui porte littéralement le baryton. Cette mélodie ne figure pas au catalogue autographe des œuvres éditées de Mel Bonis, peut-être à cause de la charge émotionnelle qui lui reste attachée, et je ne parle pas là de la charge d'interdit, bien sûr. Oh, il y a une relation entre eux qui va cristalliser le lourd conflit intérieur qui se joue en elle, entre sa vitalité naturelle et toute la rigidité d'une éducation dont elle ne sort pas. Dans sa relation avec Etiche, elle est rassurée par sa grossesse. C'est un petit peu la forteresse qui protège la vertu, si vous voulez. Etiche a en projet l'anthologie des airs classiques et il passe beaucoup de temps à la bibliothèque avec Mélanie qui l'assiste dans cette entreprise jusqu'à devenir un peu la cheville ouvrière de l'ouvrage. Etiche traduit les textes des airs en français tandis que Mélanie adapte ses traductions à l'écriture musicale pour respecter la prosodie. C'est un travail en commun qui la comble, bien entendu. Elle est toujours tellement heureuse lorsqu'ils sont ensemble. Et Bonis entreprend un cycle pour piano consacré aux figures féminines de légende, personnages de la légende grecque, de la légende du Graal, de la littérature et du théâtre. On va de Mélisande à Viviane, de Desdémone à Salomé, Omphale, Ophélie, Phébé. L'ensemble qui constitue à notre avis le nec plus ultra de ses compositions pour piano, nous dit Christine Géliot, comprendra 7 pièces de concert qui ne sont pas toutes datées et qui paraîtront de façon étalée dans le temps. Il y en a une, Mélisande, qui s'inspire évidemment de Maeterlinck, et qui inspirera Fauré, Debussy, Sibelius, Schoenberg, vous savez. Pour cette pièce, elle reçoit un mot de félicitation de Gabriel Pierné. « J'ai fait l'exquise connaissance de votre Mélisande, dont j'ai apprécié la grâce mélancolique et la jolie écriture pianistique. Je vous félicite de tout cœur, et c'est en toute sincérité que je signalerai cette œuvre à tous ceux que je jugerai dignes de l'interpréter. » À l'image de l'amour impossible de Mélisande et Péléas, celui de Mélanie pour Amédée, ai-je besoin simplement de vous donner ce sous-texte ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Arrive ce qui devait arriver, forcément, tôt ou tard, à 41 ans. Elle est enceinte d'Etiche, bien entendu. C'est d'autant plus terrible qu'ils viennent de s'éloigner l'un de l'autre, de leur plein gré, traumatisme pour elle. Vous imaginez, elle ne mange plus rien, elle porte des corsets serrés pour essayer d'aller contre la nature, et on lui trouve forcément une mine épouvantable, et son confesseur lui dit qu'il faut interpréter ce qui lui arrive comme un châtiment divin. Tiens, elle hésite à en parler à Etiche qui courageusement choisit de tout prendre à sa charge. Mélanie part se cacher dans un lieu qu'on ignore. Elle part avec une domestique comme on faisait à l'époque et le 7 septembre 1899, elle met au monde dans le plus grand secret une enfant qui n'est pas destinée à la lumière, Madeleine, et qui n'a pas de parents puisque, Mélanie est mariée à Monsieur Domange, évidemment, pas question de déclarer des enfants autres que les enfants Domange. Quant à Etiche, lui aussi est marié. Il ne pourrait pas reconnaître un enfant adultérin. En tout cas, il faudrait qu'il ait pour cela l'accord de sa femme. Alors on va trouver pour la petite une famille nourricière. C'est une ancienne femme de chambre de Mélanie qui va s'occuper d'elle. Et de retour dans son foyer, Mélanie est complètement exsangue, vous imaginez, dévastée. Et ce besoin de maternité, elle va le compenser sur ses enfants, à qui elle est obligée de mentir sur les raisons de son absence. Pour sa famille, on dit qu'elle a suivi une cure, parce qu'elle n'était pas en forme. En secret, elle continue de voir Etiche qui lui donne de maigres nouvelles de la petite Madeleine qui, semble-t-il, se porte bien.
Mélanie, au cours des années qui suivent, va faire un véritable travail sur elle-même. Elle n'arrive plus à se supporter. Ça a des effets sur sa santé, bien sûr. Elle ne dort plus, elle a des douleurs partout. Elle en vient à dénigrer l'image qu'elle se fait de l'homme, qu'il soit époux ou amant d'ailleurs. Elle écrit ces lignes dans Souvenirs et réflexions sur le rapport homme-femme, je cite: « Une jolie femme n'a pas besoin d'être intelligente, disent ces messieurs. En effet, pour ce que vous en faites, il suffit d'être pourvu de grâce et de passivité. Seulement, pauvre créature, passé 30 ans, vous serez mise au rebut. Au XXe siècle, ça pourrait bien aller jusqu'à 40, écrit-elle. » Mélanie va composer, c'est la seule chose qui lui aille. Elle s'isole au 2e étage de la maison, à la plus grande satisfaction de son mari, qui, la voyant déprimée, n'a pas l'intention d'entamer un 3e veuvage. Alors il l'incite à écrire, et c'est une musique qui va prendre de l'envergure, musique religieuse, pièces pour orgue, chœur a cappella, etc., et des prières. Melbonis change d'éditeur. Faut dire que la musique religieuse, ça n'intéresse pas forcément le duc. Elle va placer beaucoup de bémols à la clé pour signifier la gravité de toute chose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle nous a laissé environ 300 pièces, Melbonis, de tout genre, excepté le genre lyrique, qui ne correspondait évidemment pas à son tempérament introverti. C'est une œuvre de style post-romantique bien inscrite dans son époque, nous dit Christine Géliot. Elle est très variée, allant du drame à l'humour, souvent vigoureuse et sensuelle, avec des dépaysements orientalistes, toujours très inspirés d'une grande sensibilité, écrite avec raffinement. L'essentiel est composé entre 92 et 1914. À partir de 1922 jusqu'à la fin, le rythme sera moins soutenu. C'est vrai qu'elle écrit encore de la musique spirituelle, mais surtout de la musique spirituelle. Mélanie enseigne le catéchisme. Elle fait chanter les enfants à l'école. La vie reprend le dessus malgré ces drames qu'elle a dû traverser. Et en 1903, c'est avec fierté qu'elle voit son mari, je dis bien son mari, nommé officier de la Légion d'honneur. Premier mariage d'un de ses enfants en 1909, c'est Pierre qui épouse Renée Fasquelle, fille de l'éditeur Fasquelle, et puis c'est au tour de Jeanne de se marier un mois plus tard. René a 38 ans quand il se marie à son tour, encore un peu plus tard, 4 ans plus tard. Mélanie, à cette époque, compose pour l'orgue. En 1906, c'est Étiche qui perd sa femme. Et à ce moment-là, il va prendre son enfant, Madeleine, à sa charge. Elle va avoir 7 ans, la petite Madeleine. Elle est inscrite comme pensionnaire chez les Sœurs de Sainte-Geneviève à Neuilly. Et elle aussi va se révéler bonne pour la musique, d'ailleurs, même si, en dépit de l'attention de sa mère, qui jamais ne la quittera et qui continuera très discrètement à la couver des yeux jusqu'à la fin, même si elle n'a pas le talent remarquable de cette femme, dont la stature n'a cessé de croître à mesure qu'on a redécouvert une œuvre encore un peu trop méconnue. Vous écoutez Radio Classique.